Alors, la tentation douce de l'IA, et c'est très fantastique d'avoir ces outils pour gérer les commit kits. Et oui, c'est très tentant. Mais est-ce sécurisé? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ça fait toujours les choses qu'on fait, qu'on anticipe? Euh, Cette question, Nia va la répondre pour nous. Niels vient de Suède et travaille dans le domaine de la sécurité, et il est aussi un supporter de l'open source et de Linux. C'est son premier congrès et c'est sa première présentation au congrès. Donc faites-lui une grande applaudissement pour lui. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Bonjour à tout le monde et merci d'être venu aussitôt ce matin. J'espère que vous avez pu avoir un peu de sommeil cette nuit. Donc cette présentation est nommée IA Mitkit Unmasking Security in Tools. Donc qui suis-je? Je m'appelle Niels, et je suis un chercheur en sécurité et j'ai déjà été bien introduit par la présentation, donc je vais sauter cette slide. Donc cette présentation va être une histoire d'un outil open source et nous allons voir comment nous allons pouvoir l'exploiter pour avoir une escalade de privilèges dans GitLab. Comment on peut faire fuiter des jetons pour avoir des accès au dépôt Git de GitHub et comment ensuite nous pouvons faire des mouvements latéraux pour complètement faire fuiter des dépôts Git. Nous allons ensuite voir des solutions et les actions qui ont été faites par le fabricant du logiciel. Donc, allons dans le sujet. Donc, comme vous savez, tout le monde parle d'IA de nos jours et les développeurs ne sont pas une exception. Quand un développeur entend parler d'un nouvel outil très cool qui parle d'IA, ils sont très susceptibles de s'en servir pour leur projet open source. Mais s'il y a des vulnérabilités de sécurité à l'intérieur, les conséquences peuvent être assez catastrophiques. Mais tout le monde veut s'en servir parce que les outils avec de l'IA sont assez cool et à la mode. Et donc, les gens ne regardent pas trop les questions de sécurité. Et c'est précisément ce qui se passe avec Codomerge. Codomerge est un outil open source ou libre développé par Codo qui peut aider les développeurs à faire une revue et gérer les pull requests de Git en utilisant des LLM, des modèles de langage. Donc ça fonctionne avec GitHub, GitLab et Bitbucket et c'est utilisé de plus en plus de projets open source, y compris des projets populaires. Donc comment on s'en sert? Voici un exemple assez simple sur GitHub. Donc nous avons une pull request assez simple. Cette pull request est assez simple, elle fait juste une modification du README, du lisez-moi, et ajoute une section. Et donc si nous avons un dépôt sur lequel vous avez installé Codomerge à travers des GitHub Actions, vous pouvez ensuite écrire un commentaire sur cette pull request avec par exemple /ask et poser une question, comme de quoi cette pull request est à propos. Et Codomerge va interpréter ce commentaire, cette commande, et va faire une réponse. Et ici, va dire cette pull request ajoute une section usage dans le fichier README et donne des instructions pour comment lire le fichier, comment lancer le programme. Donc, il y a là, bien sûr, la commande ask, mais Codomerge supporte de nombreuses autres commandes qui commencent par /ask. Donc, il y a /ask pour poser une question, il y a /improve pour que Codomerge fasse des suggestions d'amélioration, pour faire aussi une revue,
pour dire s'il y a des problèmes, mettre à jour le changelog, etc., etc. Il y a plusieurs façons d'installer et de le faire fonctionner. Les façons faciles, c'est à travers des GitHub Actions, mais vous pouvez aussi le faire fonctionner en tant qu'application GitHub ou GitHub App. Avec GitLab, vous vous servirez des pipelines CI/CD, mais vous pouvez aussi vous servir des webhooks de GitLab. Mais vous pouvez aussi le configurer pour appeler votre propre instance de Codemerge que vous faites tourner sur votre serveur. Et ça peut aussi tourner localement sur votre instance GitLab, GitHub. Maintenant, pour des questions de configuration, parce que Codemerge a besoin d'accéder aux pull requests et aux commentaires, vous avez besoin de mettre des jetons d'accès, des access tokens, pour les services de langage d'IA. Vous allez aussi utiliser des clés d'API pour OpenIA, IA ou d'autres. La façon dont ça fonctionne, c'est assez simple. Quand vous posez un commentaire, le fournisseur de service Git va informer Codemerge qu'il y a eu un commentaire. Ça dépendra de la façon dont vous avez installé Codemerge. Donc, si vous avez fait avec des GitHub Actions, ça va jouer une GitHub Actions. Et donc, ensuite, ça va pouvoir voir qu'il y a eu un nouveau commentaire. Et il va voir que c'est une commande ask. Il va extraire la commande de la question. Et ensuite, il va générer un prompt qu'il va envoyer au service de LLM, comme OpenIA, récupérer la réponse du service et ensuite préparer une réponse qu'il va poster en tant que commentaire au travers de la réponse qu'il a récupérée depuis le service de LLM. Assez simple. Donc la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que ce prompt est généré? Donc il y a en réalité deux parties, le prompt système et le prompt utilisateur. Donc on va voir tout ça. Donc le prompt système est juste un bout de texte statique, il n'y a pas d'entrée dedans. Donc il va juste dire au réseau de neurones qu'il doit répondre à des questions sur une pull request et son but est d'y répondre le mieux qu'il peut. Donc il n'y a pas grand-chose qu'on peut manipuler ici. Donc on va voir le prompt utilisateur. Donc il est construit à partir d'un modèle et notamment en bas à droite, il y a les questions de la pull request, c'est ce qu'on va remplacer avec la question que l'utilisateur a mis en commentaire. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on met un commentaire à propos de quoi cette pull request est, il va remplacer ici dans le prompt du réseau neurone. Donc ce que ça veut dire, c'est que l'entrée de l'utilisateur est directement intégrée dans le prompt. Et donc on a un contrôle direct sur le prompt. Donc qu'est-ce qui peut mal se passer? Donc typiquement, on peut faire de l'injection de prompt. Donc on peut demander au réseau de neurones de ne pas répondre à la question de la pull request, mais de faire autre chose à la place. Donc par exemple, répondre que j'aime les sirènes. Donc il a bien répondu j'aime les sirènes. Donc on peut lui faire un peu ce qu'on veut. Donc rien de très grave pour le moment, n'est-ce pas? On peut juste lui faire répondre du texte de façon arbitraire. Mais en fait, il s'avère que GitLab a une fonctionnalité qui s'appelle les actions rapides. Donc c'est un moyen de faire des actions basées sur un commentaire. Donc on peut faire écrire ce genre de commande à Codemerge. Donc vous voyez où on peut aller avec ça. Donc par exemple ici on peut écrire slash
et une commande ensuite. Donc on peut faire un certain nombre d'actions sur la pull request avec ça. Donc par exemple /title permet de changer le titre de la pull request. Et lorsqu'on écrit un tel commentaire et qu'on clique sur le bouton commentaire, ça change le titre de la quick action va être exécutée et donc va réellement changer le titre de la merge request. Il y a beaucoup d'actions rapides. Donc par exemple /approve pour approuver la merge request, /close pour la fermer, /merge pour la merger, /target branch pour changer la branche cible de la merge request et /title comme on l'a vu pour changer le titre de la merge. Donc vous voyez un petit peu là où on peut aller avec ça. Donc au lieu de demander à Kodo d'écrire que j'aime les sirènes, on peut lui demander d'écrire /approve. Et donc on se rend compte que effectivement cela approuve la merge request, même si vous n'avez pas les permissions pour réellement approuver la merge request. Vous avez les permissions d'écrire un commentaire uniquement, mais Kodo a un token d'API qui a plus de permissions sur le projet et donc qui permet d'exécuter les actions rapides. Donc, j'ai mentionné l'approbation et la fusion des merge requests. Et donc, si vous avez une merge request sur GitLab, vous voyez les deux boutons approuver et fusionner. Donc, approuver ne fusionne pas la merge request, il ne fait que l'approuver. Et donc, certains projets nécessitent un certain nombre d'approbations afin de fusionner une merge request. Et donc, cette astuce permet d'avoir une approbation de plus pour pouvoir merger. Et donc, /merge est une action particulière car vous ne voyez pas réellement le commentaire. GitLab va juste afficher dans l'UI que l'action va être exécutée. Et donc, on peut, via l'API, fournir un argument supplémentaire il faut un argument supplémentaire pour déclencher cette action, qui est le hash du commit Git. Donc, en réalité, on ne peut pas vraiment écrire dans un commentaire /merge, ça ne fonctionne pas. Mais on peut exécuter quand même toutes les autres actions rapides. Donc on peut quand même avoir un impact considérable sur un projet, approuver, fermer ou changer d'autres paramètres sur les merge requests. Donc nous sommes assez proches d'une catastrophe. Donc s'il y a quelque chose comme ça, on peut probablement chercher et trouver plus. Et j'ai regardé à ce que fait Codomerge. C'est notamment comment ça construit sa configuration en objet interne. Donc simplement, ça va lire la configuration depuis des fichiers locaux et des variables environnement à différents endroits. Ces fichiers contiennent notamment des secrets, des clés d'API. Si vous utilisez ce service aussi sur GitHub ou GitLab, il y a un fichier supplémentaire que vous pouvez poser à la racine du dépôt et il va lire cette configuration. Voici dans ce fichier, voici un exemple de configuration que vous pourriez trouver. C'est là que vous allez préciser où se trouve l'instance GitLab. Donc soit gitlab.com, soit si vous avez votre propre instance, vous changerez l'URL. Et ensuite, le jeton d'accès personnel, c'est à cet endroit que vous le ferez. Pour GitHub, même chose. Si vous utilisez github.com, il y aura cette URL, mais si pour les entreprises, vous utilisez GitHub Enterprise, vous devez changer ce paramètre pour votre propre instance de GitHub.
Même chose pour les fournisseurs d'IA ou de LLM. Vous allez mettre votre clé d'API à cet endroit. Donc, quand je jouais avec cette commande, j'ai essayé avec update changelog, qui est une des commandes de Codemerge, et j'ai obtenu ce commentaire en réponse. Et en expliquant que vous pouvez rejouer cette commande en rajoutant dash une clé égale une valeur. Mais je me suis demandé ce que cela faisait exactement. Et en fait, Codemerge permet de surcharger des options de configuration au travers des commentaires. Donc si vous tapez une commande /commande à une clé égale une valeur, ça va jouer la commande SomeCommand, mais ça va aussi positionner SomeKey ou votre clé égale valeur dans l'objet de configuration. C'est comme si vous avez fait la même chose dans votre fichier de configuration. Le problème, c'est que ça fonctionne avec toutes les clés de configuration, y compris les plus importantes, notamment les URL pour les accès pour GitLab, GitHub ou les services de LLM comme OpenIA. Et donc, vous pouvez manipuler Codemerge pour faire fuiter les clés d'accès. En effet, si vous avez par exemple un serveur que vous contrôlez à l'adresse 1234 et que vous dites à Codemerge de ne pas utiliser api.github.com, mais d'utiliser 1234 comme URL d'API, vous recevrez à ce moment-là l'appel de l'API et vous pourrez de là en extraire le jeton d'accès à l'API. Et vous pouvez faire la même chose pour OpenIA ou GitLab. Donc, en pratique, c'est assez facile. Vous écrivez un commentaire comme ça. Donc, pour là, j'ai utilisé /ask. Et là, en plus, vous pouvez poser comme ça avec -gitlab.url et l'URL que je confirme. Et en plus, si vous voulez être caché, vous pouvez ça sous forme de commentaire HTML. Et à ce moment-là, la partie droite du commentaire sera à ce moment-là masquée dans le commentaire HTML et donc elle n'apparaîtra pas aux usagers. Et donc sur votre serveur 1234, si vous capturez le trafic, vous verrez très bien que vous avez reçu une requête HTTP et dans les headers de celle-ci, vous avez bien le jeton d'accès pour votre instance GitLab. Et bien sûr, cette technique fonctionne aussi bien sûr pour les jetons de GitHub, pour les applications GitHub, les JWT et OpenIA. Donc simplement, quel est l'impact de ceci? Si vous faites fuiter les clés d'API d'OpenAI, vous obtenez un accès gratuit à OpenAI. Les jetons d'accès personnel à GitLab, ça va dépendre des autorisations de ce jeton et des réglages de GitLab. Pour GitHub, la clé d'API, si vous passez par les GitHub Actions, c'est un jeton éphémère. Mais regardons un peu plus en détail. Donc, si on regarde à la documentation officielle de GitHub Action et qu'on va sur la section d'installation, une des premières choses que vous voyez, c'est tourner en tant que GitHub Action. Et vous voyez ce bout de texte que vous pouvez copier-coller dans un fichier de configuration, donc github/workflows/pragents.yaml. Donc là où il y a la flèche, vous voyez cette ligne secrets.github-token. Et donc, ce n'est pas un secret normal, c'est un secret qui est généré automatiquement lorsque l'action GitHub démarre. Donc c'est un token d'API GitHub
donc que vous pouvez utiliser pour faire des choses sur l'API de GitHub, mais ce token expire dès que l'action GitHub se termine, ou après 24 heures, au plus tard, si vous avez une action GitHub qui tourne pendant très longtemps. Et elle vient avec certaines permissions associées. Le problème, c'est que vu qu'elle expire dès que l'action GitHub est terminée, il faut l'utiliser directement parce que vous ne pouvez pas l'utiliser après. Donc, si vous utilisez l'astuce dont j'ai parlé juste avant, l'action GitHub va faire la requête sur le serveur malicieux, et lorsqu'il attend pour la réponse HTTP, le token GitHub est encore valide. Et donc c'est à ce moment-là que vous devez l'utiliser sur l'API GitHub et que vous pouvez faire des choses avec. Donc si on retourne sur l'exemple de la documentation, vous voyez les permissions ici. Donc elle suggère qu'on a des permissions en écriture sur les tickets, sur les pull requests et sur le contenu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez des permissions d'écriture sur le contenu, ça veut dire que vous avez des permissions d'écriture sur le dépôt Git lui-même. Donc, envoyer des commit Git, des tags, etc. Avec une exception notable, qui est que vous ne pouvez pas écrire dans le dossier .github/workflows. Il faut une permission spécifique pour ça, il faut la permission workflow write. Une autre chose que vous pouvez faire avec la permission d'écriture sur le contenu, c'est modifier les fichiers des versions, des mises à jour sur GitHub. Donc il y a généralement des fichiers téléchargeables. Donc, par exemple ici sur le projet OpenMS qui utilise CodeEmerge, lorsqu'ils font une nouvelle version, ils génèrent un fichier exécutable que les utilisateurs peuvent télécharger et on pourrait le remplacer par exemple avec un malware que les gens vont directement télécharger du projet sur GitHub. Certaines personnes pourraient se dire que c'est trop de permissions et qu'ils vont supprimer ces permissions. Et en fait, ça rendrait les choses presque pires parce que si vous ne spécifiez pas le bloc de permissions, vous avez les permissions par défaut. Et ici, c'est un exemple de projet qui utilise CodeEmerge et qui a fait ceci. Et en fait, ça donne les autorisations d'écriture sur les actions, sur les pull requests, sur les éléments de sécurité, des permissions que vous n'aviez pas lorsque vous spécifiez le bloc de permissions. Donc comment ça fonctionne exactement? En fait, les permissions par défaut sont un paramètre sur votre dépôt. Mais si vous ne changez pas ces paramètres, ce que généralement les gens ne font pas, eh bien, vous avez les permissions par défaut qui sont très permissifs et ce sont les valeurs par défaut depuis 2023. Et En fait, c'était les réglages par défaut avant 2023 quand vous aviez créé le dépôt. Ces permissions étaient permissives. Et depuis 2023, où on n'a pas la date exacte, les permissions par défaut sont restreintes. Donc faites bien attention dans les réglages de votre dépôt. Faites bien attention de contrôler les réglages que vous avez et choisissez les réglages par défaut en bas et de bien faire attention de mettre les droits d'accès dont vous avez besoin. Donc, maintenant que nous avons accès au dépôt Git, maintenant que nous pouvons modifier les releases, les publications, mais maintenant le grail, ce serait de faire fuiter les secrets. Donc, maintenant,
Si le projet utilise les codomerges à travers des GitHub Actions, il est probable qu'ils utilisent les GitHub Actions pour d'autres choses. La difficulté, c'est que si une action utilise un secret, vous avez besoin de trouver une façon de déclencher cette action et en même temps de modifier cette action pour qu'elle fuite l'information vers vous. Admettons que vous avez les droits d'accès d'écriture au dépôt, mais vous ne pouvez pas modifier ça. Mais il y a des façons de le faire. Donc, à droite, vous avez un exemple comme ça. Simplement, si vous avez un fichier de GitHub Action qui contient une instruction Workflow Dispatch. Donc, c'est exécuté quand il y a un Workflow Dispatch qui est envoyé. C'est un événement qu'on retrouve assez souvent parce que les développeurs sont assez feignants et les développeurs veulent un bouton pour déclencher une action. Et donc, vous devez positionner cette instruction Workflow Dispatch. Mais pour envoyer ce Workflow Dispatch, vous devez avoir la permission de Actions Write, comme on a vu juste avant. Mais comme on a vu avant, si vous enlevez le bloc sur les permissions, vous avez les permissions par défaut et donc vous avez le Actions Write. Donc, en fait, le Grail, ce serait d'avoir le Actions Write et donc de pouvoir modifier le fichier d'action et donc de faire ce que vous voulez. Mais ça n'arrive pas souvent. Et au final, même si vous n'avez pas les droits de modifier les actions, le Actions Write, il y a des situations dans lesquelles les GitHub Actions sont faites de manière automatique. Il y a des projets, par exemple, qui font des publications de leurs projets toutes les semaines. Donc, il y a un système de cron qui déclenche des GitHub Actions. Donc, en fait, même si vous avez le Content Write, vous pouvez écrire quelque chose dans le dépôt qui va modifier un fichier utilisé par l'action. Généralement, les actions vont faire des choses comme compiler le projet. Et généralement, ce qui est exécuté, ce n'est pas dans le fichier, dans le dossier .github workflow. C'est à la racine du dépôt. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez modifier. Et donc, vous pouvez modifier ce fichier avant que les crons s'exécutent et ensuite bénéficier de l'exécution de ce cron pour faire fuiter les jetons. Voici un cas pratique donc du projet Laos, qui est un projet de blockchain. Donc, eux, ils avaient coché toutes les cases. Ils utilisent Codomerge, ils ont Content Write et Actions Write parce qu'ils ont retiré le bloc de permission. Et ils ont une GitHub Actions qui s'exécute sur Workflow Dispatch. Et cette action fait deux choses. Elle exécute le fichier setup.py et ensuite, ça se connecte à Docker Hub en utilisant des secrets. Donc, notre objectif, c'est de faire fuiter ces secrets, donc le nom d'utilisateur et le jeton. Regardons comment nous pouvons faire ça. Donc, simplement, nous allons faire une pull request. Donc, nous allons faire un commentaire sur une pull request et nous allons nous assurer de rajouter le --github base URL égale HTTP 1234. Et sur notre serveur 1234, nous avons besoin de faire deux choses. Nous avons besoin de faire tourner MITM dump pour récupérer le trafic HTTP. Donc, la première fois que vous l'exécutez, ça va générer un certificat TLS. Et autre chose que vous devez faire fonctionner, vous devez faire fonctionner un serveur HTTP qui va répondre aux requêtes. Il va donc, à la réponse, réextraire le jeton GitHub token et il va tout de suite s'en servir pour pousser un commit git qui va modifier le setup.py qu'on va faire fonctionner et qui sera exécuté dans la deuxième action. Et on va le faire modifier d'une certaine façon que ça va installer le certificat malicieux de notre serveur. Donc et ça va modifier le fichier etc host de manière à ce que quand nous nous connectons à docker.io pour se connecter, docker.io sera résolu en 1, 2, 3, 4. Et donc, avec le certificat, on pourra s'y connecter.
Et la deuxième chose, c'est que ça va envoyer un workflow dispatch, parce que nous avons le workflow write, pour déclencher la deuxième action GitHub, celle qui va se faire la connexion à GitHub et qui va exécuter le setup.py. Et donc là, vous n'avez plus qu'à faire un café, attendre que Docker se connecte à 1, 2, 3, 4 à place de Docker IO et de récupérer les identifiants en Docker. Donc pour cet exemple, on avait un fichier setup.py, mais beaucoup de projets ont des langages différents et la plupart des outils de build ont des outils, par exemple, en Rust, on pourrait très bien rajouter un fichier build.rs et dès qu'on a un build via cargo, il va exécuter le fichier build.rs. Donc on pourrait faire exactement la même chose sur beaucoup d'autres projets. Donc cet exemple a déjà été testé avec la dernière version. Ça n'a toujours pas été corrigé en 2024. J'en parlerai plus tard. Donc la même chose, mais résumé visuellement. On lance juste deux actions GitHub. La première va se connecter à un serveur malicieux, extraire le token GitHub, déclencher la deuxième action qui va modifier le fichier setup, se connecter au serveur, et c'est comme ça, au serveur Docker, et c'est comme ça qu'on fait fuiter les identifiants. Il y a beaucoup de dépôts GitHub affectés. Ceci est juste une petite liste. Si vous faites des recherches de code, vous pouvez trouver des dépôts GitHub qui ont un fichier YAML de configuration de Codemerge. Donc j'ai vu des projets comme Tick and Host qui sont vulnérables. Donc le projet AutoWare aussi, qui est un projet de voiture autonome. La librairie C++ OpenMS qu'on a vu juste avant. Il y a même un dépôt du gouvernement officiel américain pour le CDC qui est aussi vulnérable à cette attaque. J'ai trouvé deux projets de blockchain, Laos et Stratus, qu'on a vu avant, et beaucoup d'autres projets qui utilisent aussi Codemerge. Et c'est généralement pour tous les projets qui utilisent des actions GitHub ou GitLab, etc. Donc ils sont affectés de façon moindre lorsqu'ils utilisent AutoGPT, qui a 170 000 étoiles. Et cette liste s'agrandit de jour en jour car les gens utilisent de plus en plus Codemerge parce que c'est cool et qu'ils copient-collent le bout de code depuis la doc qui a des permissions très étendues et ce qui rend les choses assez mauvaises. Donc, comment est-ce qu'on corrige ça ? Donc, la première chose qu'on a vue, c'était l'escalation de privilèges via les actions rapides GitLab. Donc, les développeurs peuvent le corriger assez facilement. Par exemple, si l'action GitLab si le commentaire contient une action GitLab, ne pas le poster. Du côté utilisateur, ce qu'on peut faire comme correction est de donner des permissions minimales à Codemerge, au token d'accès personnel de Codemerge. Ce qu'on peut aussi faire, c'est utiliser un serveur proxy de machine learning qui peut bloquer les réponses contenant des actions GitLab qui proviennent des serveurs de machine learning. Donc,
Pour GitHub, ce que vous pouvez faire, c'est de permettre de ne pas surcharger. Le développeur pourrait faire de sorte que les options ne soient pas surchargées, notamment les permissions critiques. Pour les usagers, il faut ne pas donner cette permission content write si elle n'est pas nécessaire, et aussi de bien faire attention que les actions GitHub sont dans une permission restreinte par défaut, pour ne pas donner les droits à tout. Chose rigolote aussi que j'ai constatée dans la documentation de Codomerge. Alors, ils ont corrigé ça, mais juste avant, ils précisaient que ouais, si vous voulez utiliser une version spécifique de Codomerge, vous pouvez pin une version. Donc là, par exemple, si vous vouliez Codomerge 0.24, mais ça n'a jamais marché, parce que si vous faites ça, vous utilisez tout le temps la dernière version. En faisant ça, vous pensez que vous utilisez une version spécifique, mais en fait, vous utilisez la dernière. Faites bien de sorte que vous utilisez la version en dessous qui va bien fixer la version à celle qui est attendue. Donc, j'ai contacté le fabricant, le développeur du logiciel. Ils ont un site, donc j'ai utilisé leur formulaire, mais je n'ai jamais eu de réponse. Donc de là, j'ai cherché d'autres possibilités. J'ai vu qu'il y avait un serveur Discord officiel. Je m'y suis connecté. J'ai essayé de prendre en contact avec les développeurs et de dire bonjour. J'ai remarqué qu'il y avait des problèmes. Et on m'a répondu qu'il fallait que j'écrive un email à cette personne qui était responsable de la sécurité. Donc j'ai fait ça, j'ai écrit un email, envoyé tous les détails et je n'ai jamais eu de réponse. J'ai envoyé un deuxième email, mais je n'ai pas eu de réponse. Je suis retourné voir la première personne qui m'avait dit d'envoyer un email, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai essayé de regarder leur site pour voir les pages Qui sommes-nous et donc voir les cofondeurs. Et donc j'ai essayé de contacter les cofondeurs pour faire remonter l'information, mais j'ai été ghosté. Et en août, il y a eu un post dans leur blog, et le 30 septembre, il y a eu un changement de nom. Donc Codium IA est devenu Codo, et Pierre Agent est devenu Codomerge. Et bon, peut-être qu'ils auraient eu mieux fait de faire autre chose. Mais en novembre, les deux problèmes ont eu des numéros de CVE assignés. Il y a 2 semaines, vu que ce n'était toujours pas corrigé, j'ai voulu faire de mon mieux. Donc j'ai pris contact avec les plus gros dépôts GitHub qui étaient concernés par ces vulnérabilités. 3 d'entre eux ont répondu et ont répondu assez rapidement, et bravo à eux. Mais de nombreux autres n'ont pas répondu. Et donc ça, ce n'est pas encore corrigé. Et aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle on est et où tout n'est pas totalement corrigé. Donc, quelques petites informations pour vous pour terminer. N'utilisez pas les outils d'IA parce que c'est cool. Ça peut ressembler à un petit changement, quelque chose qui peut vous aider, mais en fait, ajouter un outil peut amener à des catastrophes assez importantes. Et même la documentation officielle contenait des informations mauvaises. Donc faites bien attention quand vous copiez ces informations. Vérifiez bien tout ce qui est les permissions par défaut, les permissions que vous donnez à vos workflows et les permissions dans GitLab si vous utilisez Codomerge avec GitLab. Comme un fournisseur, comme un développeur, vous devez vraiment avoir une façon pour que les chercheurs en sécurité puissent vous contacter. Pas seulement pour Codo, mais aussi pour tous les autres projets GitHub. J'en ai contacté 8 et j'ai eu très peu de réponses et c'est vraiment un gros problème. Et aussi, changer le nom de votre produit, c'est pas une façon de patcher.
Pour plus de détails, vous pouvez regarder le blog post que j'ai fait. Il contient le code complet de la preuve de concept. Et voilà, merci. Oh, sweet, sweet Stair. Oh là là. Thank you very much. Doucement vers le feu de l'enfer. Merci beaucoup pour cette présentation très pessimiste et triste, mais merci d'avoir apporté et mis sur la table ce sujet. Le temps est écoulé, malheureusement, mais vous savez comment le contacter. Autrement, avez un très bon congrès, prenez vos choses, n'oubliez rien, faites de sorte qu'il n'y ait pas de poubelle, bouteille qui reste, et ayez un très bon congrès.